que j'aime ma cuisine, nous deux on fait la paire. Elle aime mes petites terrines et moi j'aime son inventaire. J'ai 2-3 autres pièces, mais elle me laisse froid. C'est ici, je le confesse, que je me sens chez moi. Et je sens avec chaque morceau que je croque. La cuisine est le cœur de la bicoque. Bonjour et bienvenue à l'Amuse-Gueule, une toute nouvelle émission à propos de l'alimentation. Vous vous êtes toujours intéressé à ce que vous retrouvez dans votre assiette? Vous aimeriez trouver des stratégies pour améliorer votre alimentation? Cette émission est pour vous. Mon nom est Laurence Boucher et je vous aiderai à découvrir des facettes de votre alimentation qui vous sont peut-être inconnues ou peaufiner celles que vous connaissez déjà. Cette semaine, nous parlerons d'une tendance alimentaire, le végétarisme, et nous aborderons aussi le sujet de la cuisine de chez nous, la fameuse gastronomie québécoise. Au menu, aujourd'hui, comme mets principal, nous discuterons de l'évolution du végétarisme en remontant au temps de Pythagore. Nous essaierons de briser quelques mythes tenaces au sujet de ce changement alimentaire et nous aborderons les conséquences néfastes que la consommation de viande peut avoir sur notre environnement par le biais d'un documentaire très intéressant. Nous finirons avec un dessert en se laissant charmer par une nouveauté en librairie qui conjugue littérature et cuisine. Et nous finirons le tout avec l'origine d'un plat particulier, notre fameuse poutine québécoise. Tout d'abord, découvrons depuis quand date le végétarisme et où on en est rendu avec cette conviction aujourd'hui. Bon appétit! Commun des noms comme Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, Voltaire, Paul McCartney, Pythagore, Martin Luther King et Léonard de Vinci, des personnalités ayant des convictions pourtant très différentes, mais partageant une idée commune. Et oui, ces figures marquantes de l'histoire respectaient les principes du végétarisme. Mais qui d'entre eux a réellement lancé cette conviction qui est toujours présente dans notre société moderne? Il s'agirait du philosophe Pythagore, qui enracine ce régime qui autrefois se nommait régime de Pythagore. Les philosophes présocratiques étaient zoophiles, c'est-à-dire qu'ils avaient un amour pour les animaux. La preuve que Pythagore était un végétarien se retrouve dans l'œuvre Les Métamorphoses d'Ovide, où il écrit « La terre vous prodigue ses trésors, des mets innocents et purs, qui ne sont pas achetés par le meurtre ou le sang. Chose horrible, des entrailles engloutir des entrailles, un corps s'engraisser d'un autre corps, un être animé vivre de la mort d'un être animé comme lui. » Ce régime alimentaire respecte en fait la réincarnation proposée dans la philosophie de Pythagore. Celle-ci a pour but de donner une indépendance totale à tous les êtres vivants sur Terre, donc aux animaux aussi. Aujourd'hui, plusieurs vedettes connues sont également végétariennes, comme le beau Leonardo DiCaprio, Anne Hathaway, Olivia Wilde et même l'angélique Brad Pitt. Preuve que ce choix alimentaire ne rend pas moins attirant. Il est bien intéressant de savoir d'où vient ce type d'alimentation, mais je crois que comme moi, dans le confort de votre chez-soi, vous vous demandez où en est le végétarisme au 21e siècle plus concrètement. Chez nous, le nombre de végétariens demeure stable depuis quelques années. Statistique Canada ne recense pas le nombre de Canadiens ne consommant aucune chair animale. Par contre, chez nos voisins du Sud, les États-Unis, on retrouve 2 à 3% de végétariens. Selon l'Association des végétariens de Toronto, ces chiffres seraient semblables au Canada. C'est en Inde que l'on retrouve le plus d'adeptes, soit 40% de la population, donc 500 millions d'habitants. Cette importance du végétarisme s'explique grâce aux 3 religions officielles de ce pays, l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme. Ces 3 religions prônent le respect de la vie de tous les êtres vivants. Ne favorisons donc pas la consommation de viande, surtout pas de la vache, un animal sacré. Une toute autre tendance gagne en popularité au Canada, le flexitarisme.
Ce régime propose une alimentation mixte, mais avec une consommation de viande bien en deçà de la moyenne. En d'autres mots, ce sont des végétariens à temps partiel. Cette diète convient également aux gens cherchant à réduire leur empreinte écologique, puisque le bétail produit énormément de méthane, ce qui contribue fortement à l'effet de serre qui étouffe notre planète. Vous vous posez sûrement la question, mais pourquoi les Canadiens ne sont pas intéressés à devenir végétariens à temps plein? Selon des experts, on croit que la disponibilité et la popularité grandissante de la viande biologique et dite plus éthique est une raison expliquant la faible progression du végétarisme chez nous. Ce principe convient parfaitement aux consommateurs s'opposant à la production industrielle de viande, mais qui ne sont pas prêts à éliminer celle-ci de leur alimentation. Par contre, les animaux ont toujours bon espoir de vivre longtemps au Canada, puisque selon David Alexander de l'Association des végétariens de Toronto, il y a une hausse du végétarisme chez les jeunes de 8 à 18 ans. Seul l'avenir nous apprendra le sort du végétarisme au Canada. Tout ce que je viens de vous dire vous intéresse? J'ai un documentaire qui est paru en 2011 et réalisé par Marie-Max intitulé Vegucated à vous proposer. Celui-ci présente 3 individus, comme vous et moi, ayant un régime omnivore. Ces 3 New-Yorkais décident de changer leur alimentation et de devenir végétaliens, c'est-à-dire ne rien se consommer qui provienne d'animaux. Ils condamnent ainsi bien évidemment la viande, le poisson, les produits laitiers et même les œufs. Ce film d'1h30 documente leur parcours, mais dévoile aussi le fonctionnement pas toujours éthique à l'intérieur des diverses fermes industrielles. C'est sans aucun doute un documentaire à ne pas manquer si vous songez à modifier votre diète. Vous individus de notre société, vous vous dites sûrement que le bannissement de la viande de notre alimentation peut nous apporter une carence en certains minéraux et peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé. Afin de démystifier ce mythe tenace dans notre société, je suis allée rencontrer Andréane Poirier, nutritionniste à l'hôpital de Gatineau. Elle saura nous dire ce qu'il en est de ce mythe aujourd'hui. Comme promis, on rencontre Madame Poirier aujourd'hui, qui est nutritionniste à l'hôpital de Gatineau. Comment allez-vous aujourd'hui, Madame Poirier? Ça va vraiment bien, merci. En fait, c'est une réponse à double sens un peu. Juste d'enlever la viande d'une alimentation peut être néfaste dans le sens où on peut avoir des carences de protéines, de fer et beaucoup d'autres nutriments. Par contre, de retirer la viande d'une alimentation puis de la substituer par autre chose qui pourrait à ce moment-là éviter les carences de protéines, de fer et autres, à ce moment-là, c'est pas néfaste du tout, là. OK. Non, je crois pas que je deviendrais végétarienne. D'abord, c'est pas une cause qui me tient à cœur nécessairement, puis c'est un mode de vie auquel j'aurais la difficulté à adhérer. Ça a été prouvé à plusieurs reprises que le fait d'être végétarien peut avoir un petit facteur protecteur pour les maladies cardiovasculaires, de sorte que la plupart des végétariens vont consommer plus d'aliments, de produits végétaux, comme les produits céréaliers, les légumineuses, on compte là-dedans les fruits, les légumes, les noix, les graines, qui sont connus pour être plus riches en fibres, en vitamines, en antioxydants, puis aussi beaucoup plus faibles en cholestérol. C'est tous des nutriments, ça, qui peuvent avoir un effet, comme on connaît, plus protecteur au niveau des maladies cardiovasculaires, qui font en sorte qu'on a des taux de cholestérol plus bas, puis qui peut aussi baisser la tension artérielle. Donc, oui, je deviendrai végétarienne, mais je trouve ça trop compliqué de planifier des repas dans lesquels on va aller chercher tous les nutriments qui nous manqueraient dans la viande. On est connu pour manger beaucoup de viande, surtout que nos portions sont beaucoup exagérées par rapport à ce que recommanderait le Guide alimentaire canadien. Fait que ça fait partie, on a tendance toujours à dire qu'est-ce qu'on mange pour souper, du poulet, du bœuf. Fait que c'est vraiment la viande est comme la partie centrale de notre assiette, puis en plus on a des portions qui sont souvent exagérées par rapport à nos besoins. On est des bons mangeurs de viande. On pourrait peut-être dire que c'est comme dans notre tradition, si je peux me permettre l'expression. Un peu, ouais, ça vient de loin. OK. Oui, j'aimerais bien devenir végétarienne parce que l'industrie de la viande a beaucoup d'impact sur l'environnement, puis c'est quelque chose qui me tient à cœur. Aussi, je suis en désaccord avec la façon dont les animaux sont traités dans l'industrie.
Comme je disais tantôt, c'est sûr qu'on peut pas juste retirer la viande de notre alimentation sans la substituer comme il faut. Parce que c'est sûr que là, on se met à risque de certaines carences nutritionnelles. On peut parler des protéines, par exemple. Ça nous prend un certain nombre de protéines dans notre journée, mais aussi des protéines qu'on dit complètes, donc qui contiendraient tous les acides aminés qui sont essentiels, parce que les protéines sont faites d'acides aminés. Certains de ces acides aminés-là, on n'est pas capable de les produire ou de les fabriquer avec le corps. On doit absolument les consommer. Des protéines complètes, on connaît la viande bien sûr qui en est un. Donc, quand on est végétarien, on retire cette alimentation-là. À ce moment-là, il faut être conscient ou faut savoir comment bien complémenter nos protéines. Donc, aller chercher des sources de protéines de différentes sources d'aliments aussi pour aller chercher cette complémentarité-là. Non, je ne serais pas capable, mais je ressens pas vraiment le besoin de manger de la viande à tous les repas, mais je serais pas capable de l'éliminer complètement de mon alimentation. Les mêmes raisons que les maladies cardiovasculaires au niveau de l'obésité puis de l'indice de masse corporelle. Encore là, on enlève un facteur de risque par rapport à certains types de cancers. L'autre chose, c'est qu'on a réussi à démontrer une relation entre la consommation de viande rouge et de certaines viandes transformées avec certains types de cancers. Fait qu'à ce moment-là, de les retirer de l'alimentation peut avoir un effet protecteur. L'autre chose qu'on a beaucoup démontré, c'est la consommation de soya avec les phytoestrogènes, avec une relation pour le cancer du sein. Fait qu'une bonne consommation pourrait avoir un effet protecteur là aussi, puis on sait que les végétariens ont tendance à manger beaucoup plus de soya qu'une personne non végétarienne. Fait que dans cette vague d'idées-là, on pourrait dire effectivement que la diète végétarienne va avoir un effet protecteur pour le cancer. On peut aussi avoir des carences en fer, étant donné que le fer d'origine végétale est moins bien absorbé que le fer d'origine animale, qu'on va dire le fer hémique. À ce moment-là, on va essayer de rajouter un aliment qui est riche en vitamine C pour essayer de favoriser l'absorption du fer au niveau de l'intestin. On peut aussi parler de carence en vitamine B12, qui est une vitamine qu'on retrouve principalement dans les aliments du règne animal. Cette vitamine-là, si on a une vraiment grosse carence, éventuellement, peut créer des problèmes neurologiques. On va y aller vers une alimentation qui va être plus variée, sans nécessairement, toujours en y allant dans la modération. Je n'ai pas tendance à nécessairement éviter certains groupes d'aliments. Je vais y aller plus vers la modération parce que pour moi, c'est quelque chose qui est plus facile à suivre à long terme. On peut donc affirmer que le mythe dictant que l'absence de viande dans notre alimentation peut être néfaste pour la santé est contestable. Il suffit seulement d'être bien documenté. Nous avons déjà abordé plusieurs aspects du végétarisme, mais nous n'avons pas parlé de l'impact positif que le végétarisme pourrait avoir dans notre environnement. Un documentaire fort intéressant à ce sujet nous en apprendra davantage. Partons à sa découverte après la pause. Si je dis solutions pour sauver notre planète, plusieurs d'entre elles vous viennent sûrement en tête, comme de recycler, d'utiliser son vélo au lieu de sa voiture, de composter, d'utiliser des bouteilles d'eau réutilisables, mais une autre solution qui aurait beaucoup plus d'impact que les autres et diminuerait d'un peu plus de moitié l'effet de serre serait de cesser de consommer de la viande. C'est le sujet de mon Quoi de neuf à voir cette semaine qui porte sur un documentaire incontournable pour comprendre cette problématique intitulé Cowspiracy, The Sustainability Secret. Cette production d'1h30 est parue en juin 2014 et est réalisée par Kip Anderson, un entrepreneur de San Francisco, et Keegan Kuhn, un réalisateur de renom. Je retiens un mot de mon visionnement. Arnaque. Pourquoi ce mot si péjoratif? Eh bien, puisque dans ce documentaire, on vise à nous faire saisir à quel point les environnementalistes et les gouvernements gardent secret une solution qui pourrait permettre à notre planète de survivre. Diminuer notre consommation de viande de manière importante. Pourquoi ne connaissons-nous pas cette solution? C'est ce que Kip Anderson tentera de décoder en interrogeant plusieurs acteurs dans le milieu écologiste. Il utilisera une technique bien particulière. Il n'informera pas clairement les experts de sa problématique, mais les questionnera naïvement sur les causes du réchauffement climatique. Drôle de coïncidence, aucun d'entre eux ne mentionnera la consommation de produits d'origine animale. Et c'est précisément ce silence autour de cette industrie pourtant très polluante qui prouve qu'il se passe quelque chose d'étrange et de louche.
Il est maintenant le temps de vous convaincre de laisser de côté vos séries télévisées et d'investir 1h30 de votre temps à son visionnement. Pourquoi? Tout d'abord, puisque vous allez rapidement vouloir devenir l'ami de Kip Anderson. On peut très facilement s'associer à cet homme, puisqu'il a une vie assez semblable à vous et moi. C'est donc réellement un citoyen qui cherche à conscientiser d'autres citoyens comme lui. Ce qui a fait en sorte que cet homme est devenu un fervent défenseur de l'environnement est le visionnement du documentaire d'Al Gore, An Inconvenient Truth, paru en 2007. Contrairement à Al Gore, cet homme n'était aucunement connu avant de réaliser son documentaire, preuve qu'il avait réellement à cœur les citoyens. Son but premier n'était pas de faire des profits, puisque dans la réalisation de Cowspiracy, il n'avait pratiquement aucune ressource financière. Il avait donc une façon de faire très authentique. En plus de tout cela, cet homme est un excellent orateur et sait déstabiliser les individus qu'il interviewe. Anderson est très doué à leur tirer les vers du nez. Il était donc la personne parfaite pour faire ce documentaire. Il n'y a pas simplement pour cette raison que ce documentaire est percutant, mais aussi puisqu'il fait ressortir des statistiques pour nous aider à comprendre cette problématique importante. Ces statistiques sont souvent amenées par des intervenants très crédibles possédant un doctorat ou ayant écrit des livres sur le sujet. Pour les auditeurs visuels comme moi, le documentaire est très conscient de vous, puisqu'il illustre ces statistiques à l'aide de diagrammes parlants et très colorés. Un autre aspect de ce documentaire que j'ai vraiment apprécié, ce sont les proportions qu'Anderson utilise. Par exemple, pour expliquer la quantité d'eau qu'il nous faut pour créer un hamburger, il nous dit que cette quantité équivaut à environ 2 mois de douche. Non seulement il parle de la viande en tant que telle, mais il aborde aussi les conséquences néfastes que peuvent avoir les produits laitiers sur l'environnement. Cela nous aide vraiment à percevoir les quantités d'eau que nous utilisons, de méthane que nous produisons et de CO2 que nous dégageons, et ainsi comprendre que ces quantités sont astronomiques. Cowspiracy se distingue des autres documentaires à saveur environnementale, comme d'ailleurs The Inconvenient Truth de Al Gore ou Bacon d'Hugo Latulippe, qui ne présentent pas des proportions aussi parlantes grâce à une infographie bien réalisée. Cette production a réussi à transformer la perception que j'avais de nos gouvernements et des organisations écologistes dans notre société. Je crois qu'Anderson nous permet de cerner à quel point les industries de la viande et des produits laitiers font de véritables pressions sur les différents paliers de gouvernement. J'espère que ce documentaire vous permettra de voir avec une autre paire de yeux le morceau de viande dans votre assiette. Même après cette prise de conscience, une question me reste en tête. En tant que citoyens, cherchons-nous vraiment à sauver notre planète ou cautionnons-nous silencieusement l'exploitation de nos ressources naturelles par les grandes entreprises? Après avoir dégusté notre plat principal, allons maintenant nous sucrer le bec avec notre dessert. Un livre mariant parfaitement littérature et cuisine saura charmer vos papilles. Il y a 50 ans, qui aurait cru qu'au Québec, nous allions manger du sushi, des mangues, des kiwis, du pad thai et d'autres plats internationaux? À peu près personne. Surtout pas de 1913 à 1963. Cette période ponctuée de 2 guerres mondiales où l'alimentation rimait avec approvisionnement local et plats hérités de la tradition. C'est exactement cette gastronomie du petit peuple montréalais que dépeint très bien le romancier Michel Tremblay dans La diaspora des Desrosiers et Les Chroniques du plateau Mont-Royal. 2 séries romanesques témoignant de cette période de notre histoire. La propriétaire de la librairie gourmande du marché Jean Talon, Anne Fortin, a voulu souligner l'importance que Michel Tremblay accordait à la bouffe, en bon québécois, dans ses œuvres. C'est ce qui a décidé l'auteur à produire ce beau bouquin intitulé « Ainsi cuisinaient les belles sœurs » dans l'œuvre de Michel Tremblay. Le sujet de mon Quoi de neuf à lire sera cet ouvrage qui deviendra sans aucun doute un incontournable de la culture populaire, paru en novembre 2014 chez Flammarion Québec et Les Méacs. De quoi parle ce livre? Est-ce un livre d'histoire banale, un livre de cuisine ou un album souvenir? En fait, c'est un mélange de tout cela dans le même volume. Dans cet ouvrage magnifique, on retrouve des images et publicités d'antan, des extraits
et des recettes tirées tout droit des œuvres de Tremblay. On en apprend sur la composition de l'assiette de nos ancêtres lors des 3 repas de la journée, lors du temps des fêtes, durant le temps de guerre, et on y découvre les différentes influences étrangères que l'on retrouvait dans notre gastronomie. Contrairement à des livres d'histoire typiques, Fortin place tous ces éléments historiques en parallèle avec les œuvres de Tremblay. Donc si vous êtes un passionné de littérature et un nostalgique de la cuisine d'antan, cet ouvrage est pour vous. Comme plusieurs d'entre vous, le premier aspect qui m'attire ou non vers un livre est son aspect physique, l'objet en tant que tel. Ce livre est d'abord très beau. La page couverture représente un pot maçon à l'intérieur duquel est inscrit le titre. Ce pot va à la fois chercher un aspect ancien et moderne, puisque l'utilisation de ces petits pots, grandement associés à la cuisine de nos grands-mères, revient depuis peu à la mode. En somme, chapeau à l'éditeur pour avoir réussi à concocter un si beau livre. Le deuxième aspect que je recherche dans un livre quand je le feuillette, ce sont les images qu'on y retrouve. Dans ce cas, les images sont nombreuses et porteuses de sens. Souvent, l'on retrouve des publicités de l'époque en lien avec les textes romanesques. Non seulement ces publicités viennent-elles enrichir notre lecture des œuvres de Tremblay, mais il est aussi fascinant de voir comment étaient réalisées ces publicités des produits que l'on retrouve encore aujourd'hui sur les étagères de nos supermarchés. Par exemple, la fameuse farine Five Rose. Maintenant, qu'en est-il du contenu de cet ouvrage? Dès les toutes premières pages, l'auteur nous présente un arbre généalogique des familles Desrosiers et Tremblay, ce qui nous rafraîchit la mémoire et même, pour certains, nous familiarise avec ces 2 familles omniprésentes dans les œuvres de Tremblay. On retrouve presque à toutes les pages du volume une citation d'un des membres de ces familles. Ces extraits sont aussi pertinents les uns que les autres, puisqu'ils sont vraiment en lien avec le contenu de la page et viennent prouver que c'était réellement de cette façon que nous cuisinions au Québec durant ces années. Par contre, je trouve qu'Anne Fortin a un peu trop exploité le procédé des extraits, ce qui fait en sorte que vers la fin de l'ouvrage, on ne s'y attarde plus trop. Fortin trouve souvent des recettes liées au contenu de ses citations. Les recettes nous semblent appétissantes, elles sont clairement expliquées, mais malheureusement, on ne sait pas combien de personnes on peut nourrir avec celles-ci, puisque les portions ne sont pas indiquées. Une indication qui aurait été fort utile. En plus de présenter des bonnes recettes d'antan, on peut en apprendre beaucoup sur l'histoire de la gastronomie. En effet, on retrouve plusieurs petits compléments d'informations historiques pour mettre en contexte les recettes présentées. L'auteur adopte d'ailleurs un style simple qui plaira à une clientèle vaste et populaire. J'ai énormément apprécié l'organisation et la présentation du livre, puisqu'elle nous permet de le feuilleter au gré de notre humeur au lieu de le lire comme un roman. Cela rend la lecture beaucoup plus légère et agréable. Bref, je crois que ce volume d'Anne Fortin deviendra une anthologie pour nous, Québécois, qui apprécions particulièrement se rencontrer autour d'un repas copieux. En effet, cet ouvrage destiné à un large public unit très bien images, cuisine, littérature et même actualité. Qui sait, peut-être que ce livre servira dans le cadre des cours d'histoire au secondaire. Discutons maintenant d'un plat qui a définitivement sa place dans notre cuisine, la fameuse poutine québécoise. Apprenons-en davantage après la pause. Du raffinement et de la subtilité de la gastronomie française, la cuisine québécoise, plus rustique, comporte tout de même son lot de plats emblématiques, comme la fameuse tarte aux bleuets du lac Saint-Jean, la tourtière, le pâté chinois ou encore les fèves au lard. Mais un autre classique, insolite et simpliste celui-là, a pourtant acquis une gloire qui va bien au-delà de nos frontières. Et oui, vous l'aurez deviné, il s'agit de notre fameuse poutine québécoise. Je suis certaine que, comme moi, à la maison, une question vous titille. Mais d'où vient ce fameux repas? Le jour où les frites, la sauce brune et le fromage en grains sont devenus une famille quasi parfaite et malheureusement indéterminée. Selon des rumeurs, ce plat aurait vu le jour vers la fin des années 1950 dans le centre du Québec,
où l'on retrouve bon nombre de fromageries. Deux Québécois affirment être les vrais génies derrière ce plat. Selon les habitants de Warwick, tout près de Victoriaville, Fernand Lachance et Eddie Lénès auraient inventé ce trio légendaire aux alentours du mois d'août 1957. Fernand Lachance, récent propriétaire du Café Idéal, un casse-croûte se trouvant en plein centre du village, vendait à ses clients, en plus de ses mythiques hamburgers et hot dogs, des casseaux de fromage en grains produits dans la région. L'histoire se corse quand un routier de 25 ans, Eddie Lénès, décide d'aller se rassasier au Café Idéal. Cet intrépide gourmet, au lieu de commander tout simplement des frites, décide de commander celles-ci mêlées à du fromage en grains. Quel coup de génie! Par la suite, l'innovation du jeune Eddie est devenue rapidement très populaire. On servait le tout dans des sacs en papier et les jeunes ouvraient ceux-ci sur la table, transformant rapidement le restaurant en sou à cochon. Pour des raisons de salubrité, M. Lachance décide de servir le mélange de frites et de fromage dans une assiette. Mais selon cette idée, les frites refroidissent dans le temps de le dire. C'est ainsi que la sauce est arrivée dans l'équation, dans le simple but de réchauffer ce plat. Toutefois, cette version de l'histoire ne fait pas l'unanimité. Les habitants de Drummondville ne sont pas d'accord avec les habitants de Warwick. Selon eux, les inventeurs de ce plat légendaire sont Jean-Paul Roy et sa douce moitié Fernande. Le restaurant de type drive-in de Jean-Paul Roy, le Roi Giuseppe, commence à servir l'ancêtre de la poutine, c'est-à-dire sa révolutionnaire patate sauce. Par contre, M. Roy servait la sauce à part des frites, puisque les casseaux dans lesquels il présentait les patates n'étaient pas étanches. Après quelques démarches, ces innovateurs ont trouvé une compagnie torontoise pouvant leur vendre des casseaux résistants à notre fameuse sauce brune québécoise. Au Roi Giuseppe, on vendait des sacs de fromage en grains à part des repas. C'est lorsqu'un client a demandé d'ajouter ce fromage à sa patate sauce qu'un nouveau plat est apparu sur le menu. Le fromage, patate, sauce. Quel nom original! Et question d'étymologie, ce sont les grands-mères de l'époque qui rebaptisent cet amalgame étrange et sans forme sous la vocable de poutine. Le nom pudding devenant rapidement une poutine. Sans vouloir prendre parti dans cette guerre à finir, je vous invite à décider si vous êtes plus Warwick ou Drummondville. Plus qu'un plat, elle devient de plus en plus une muse pour plusieurs artistes. Elle inspire notamment les musiciens québécois. C'est le cas du groupe québécois Mes Aïeux, qui ont écrit une hymne pour glorifier la poutine, Hommage en grains, qui se trouve sur leur album En famille, paru en 2004. Ils décrivent celle-ci comme étant un plat délicieux, surtout après une veillée bien arrosée. Et on en écoute un petit extrait. Sauce brune et fromage font un excellent mélange. Il ne faut pas oublier le groupe montréalais Omicron et leurs acolytes français TTC qui ont produit une chanson bien rythmée, Danse la poutine, où ils expliquent les différentes étapes pour préparer ce plat si délicieux. Ce groupe est allé bien loin dans sa créativité, en inventant même une chorégraphie sur cette chanson. Voici un extrait du vidéoclip. Trempe les frites dans l'huile. 2. Fais-les cuire, c'est facile. 3. Ajoute la sauce et le fromage squish squish dans ton estomac, des sensations magnifiques. J'espère que je vous ai donné le goût d'apprécier différemment ce plat qui occupe une place grandissante et plus honorable chez nous, au Québec. Et oui, l'émission tire déjà à sa fin. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le végétarisme et que je vous ai donné le goût de changer vos habitudes alimentaires. Je vous invite fortement à participer aux Meatless Mondays, donc les lundis sans viande, dans le but de promouvoir une saine alimentation et la préservation de notre environnement. Pour plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le www.meatlessmonday.com. De plus, j'espère que je vous ai ouvert l'appétit avec l'œuvre d'Anne Fortin et surtout l'histoire de notre fameuse poutine. Merci d'avoir été des nôtres et on se revoit la semaine prochaine pour une émission tout spéciale sur l'alimentation biologique.
que j'aime ma cuisine, nous deux on fait la paire. Elle aime mes petites terrines et moi j'aime son inventaire. J'ai deux, trois autres pièces, mais elle me laisse froid. C'est ici, je le confesse, que je me sens chez moi.